Voilà, c'est important si les participants peuvent bien se mettre sur muet pour éviter les interférences. C'est bon, Aurélie? Oui. Super. Bien, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour votre présence, votre participation à cette réunion d'information concernant le DU Action sociale et migration de l'Institut catholique de Paris. Je m'appelle Noémie Paté, donc je dirige cette formation depuis sa fondation en janvier 2021. Je suis docteur en sociologie de l'Université de Nanterre et maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. Voilà, j'ai dans le cadre de mes recherches travaillé sur l'accès à la protection des mineurs non accompagnés, des jeunes migrants isolés sur le territoire français. Et depuis, je travaille plus largement sur l'enjeu de l'accès aux droits des populations migrantes en France. Je dirige donc ce DU Action sociale et migration. Je suis également directrice d'un master à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit à l'INSEE. Alors, est-ce que vous avez bien entendu tout ce que je viens de dire? Ouais, c'est bon. Aurélie, est-ce que tu souhaites te présenter? Vous ne m'entendez pas? Je me présente, je suis Aurélie Aragon, la coordinatrice pédagogique et administrative de l'ISFEC La Salmounier. Et notamment, je suis aussi la coordinatrice pour le DU Action sociale et migration. Alors moi, je vais plus intervenir sur tout l'aspect administratif des candidatures, des inscriptions, voilà, sur tout ce qui est suivi administratif du diplôme universitaire. Merci Aurélie. Donc cette réunion va se tenir en deux temps. Je vais d'abord présenter la formation dans son ensemble et puis on pourra prendre le temps pour évoquer les questions que vous pourriez avoir. Donc n'hésitez pas si au fil de la présentation il y a des points qui vous paraissent peu clairs, n'hésitez pas à intervenir, mais on prendra le temps ensuite de répondre aux questions que vous pourriez avoir, les questions pédagogiques et questions administratives, donc notamment avec Aurélie. Voilà, donc je le disais à l'instant, hein, cette formation CDU Action sociale et migration a été ouverte en janvier 2021. Aujourd'hui, donc on termine la troisième édition. En décembre là et ce que l'on constate, c'est que les promotions de cette formation sont particulièrement diversifiées avec à la fois des étudiants qui souhaitent se spécialiser sur les enjeux de migration, mais aussi et surtout des professionnels de terrain, donc travailleurs sociaux, des chefs de service, des acteurs territoriaux, des juristes chargés de communication, chargés de plaidoyer, etc., qui viennent prendre un temps pour se former, pour se poser entre pairs et pour dialoguer autour de leur pratique professionnelle. Et ce dialogue est particulièrement intéressant, je crois. Alors, cette formation a été créée à partir de deux constats. Un premier constat qui consiste à dire que l'éducation aux migrations est un impératif, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que les phénomènes migratoires ont de tout temps été le moteur et le reflet de nos sociétés, c'est-à-dire que étudier les migrations aujourd'hui, c'est bien sûr comprendre ce qui est à l'origine des migrations, les dynamiques qui sont à l'origine de ces phénomènes migratoires, mais étudier les migrations, c'est aussi comprendre comment ces mouvements de population structurent nos sociétés et ont structuré nos sociétés et ne vont cesser de le faire.
Donc, première raison. La deuxième raison pour laquelle l'éducation aux migrations, me semble-t-il, est un impératif, et c'est d'autant plus criant aujourd'hui, c'est que les migrations internationales sont de plus en plus complexes. Les motifs ne cessent de se multiplier, de se complexifier, de s'entrecroiser. Et ce que l'on constate, c'est que les personnes migrantes, de plus en plus, jouent des rôles clés, à la fois dans nos économies locales, régionales, nationales, mais aussi dans nos tissus sociaux, et que cette réalité ne va cesser de se renforcer à l'avenir. Et du coup, il apparaît comme étant nécessaire que des personnes au profil très varié puissent se former, puissent s'engager sur cette question. Et on voit d'ailleurs de plus en plus un désir émerger chez les jeunes, notamment, hein, un désir de s'engager sur la question des migrations. Et de fait, on constate qu'il y a énormément de débouchés. Les organismes recrutent, les postes se développent, des postes voire s'inventent dans des secteurs très variés comme l'action publique, le plaidoyer, le droit, la permanence juridique, mais aussi la communication, l'animation, et puis tout le monde du travail, notamment le secteur de l'entreprise, avec les enjeux de diversité et d'inclusion. Voilà, deuxième raison pour laquelle le fait de se former aux migrations est un impératif. Et puis la troisième raison, c'est que, on le voit d'autant plus en ce moment, hein, c'est que la migration est un objet d'inquiétude sociale très forte, et vient provoquer des émotions vives, passionnées, et on le voit notamment, voilà, autour des débats concernant la réforme de la loi Asile-Immigration en ce moment, un débat qui a beaucoup de mal à s'appuyer sur les données scientifiques. Or, il me semble essentiel aujourd'hui d'objectiver le regard que l'on pose en tant que société sur le phénomène migratoire. Donc, premier constat. Et le deuxième constat, c'est un constat qu'on a fait assez rapidement au moment de la formation de ce DU, qui est né en fait d'une discussion avec des personnes engagées sur le terrain, notamment des associations comme MSF, le Val d'Oco ou la Fondation d'Auteuil, mais aussi des discussions avec des élus, des acteurs des territoires, des communes, et puis également avec des avocats. Et ce que ces discussions ont laissé entrevoir, c'est que les acteurs, actrices qui sont sur le terrain sont très souvent sursollicités, travaillent parfois dans l'urgence, avec peu de ressources, et font face à des réalités qui sont de plus en plus complexes. Je pense par exemple, voilà, aux personnes qui accompagnent les mineurs non accompagnés, qui accompagnent les personnes en situation d'irrégularité, qui luttent contre les discriminations dans l'accès aux droits ou dans l'accès au travail, par exemple. Et donc, ces acteurs, ces actrices ont besoin d'être soutenus, ont besoin d'être formés, d'avoir des espaces qui leur permettent d'échanger autour de leurs pratiques, à la fois avec leurs pairs, mais aussi avec d'autres acteurs qui peuvent apporter d'autres perspectives. Et donc, c'est pour faire face à ces deux constats que l'ICP s'est positionné en créant donc cette formation, ce DU Action sociale et migration. Alors concrètement, ce DU est constitué de 6 sessions de 3 jours qui sont étalées sur une année civile, donc entre janvier et décembre, avec un peu de contenu mis en ligne, mais la plupart du contenu est donc transmis en présentiel. Avec une première session en janvier qui sert un peu d'introduction, où on pose les fondamentaux, notamment sur voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'étudier les migrations internationales aujourd'hui, d'étudier les politiques migratoires aujourd'hui à l'échelle nationale comme internationale. On a aussi des apports sur l'histoire de l'accueil de l'étranger qui permet de s'inscrire dans un temps long, dans une approche longue. On a également une intervention sur une introduction aux droits fondamentaux qui nous permet de nous questionner sur qu'est-ce que c'est qu'un accueil digne, comment accueillir dignement. Voilà, donc première session introductive qui permet de poser les fondamentaux. Suite à ça, on va aborder 5 grandes thématiques qui me paraissent centrales aujourd'hui concernant les phénomènes migratoires. La session du mois de mars porte sur le droit au séjour.
avec une approche juridique sur notamment les voies de régularisation, les différentes voies de régularisation et les mesures d'éloignement, d'enfermement et d'éloignement. On aura également un apport sur la spécificité du droit des étrangers dans les territoires ultramarins français, qui est trop souvent encore invisibilisé. Et puis on interrogera le rôle, par exemple, des villes ou de la société civile face à la présence des populations migrantes et également face au phénomène des sans-papiers, des personnes dites sans-papiers. Et puis ce sera l'occasion aussi d'aller à la rencontre d'acteurs associatifs qui sont notamment engagés sur la régularisation ou encore sur l'insertion professionnelle des personnes migrantes. La troisième session portera sur l'asile, avec pareil des apports juridiques solides sur le droit d'asile en France comme à l'international, également sur l'accès aux études supérieures des réfugiés et des demandeurs d'asile. On abordera également, dans une approche plus géopolitique, les trajectoires des demandeurs d'asile et notamment des familles demandeuses d'asile. Et puis ce sera l'occasion, lors de cette session, d'aller à la rencontre d'acteurs associatifs et administratifs qui sont engagés sur la préparation et sur l'instruction de la demande d'asile, du dossier déposé de demande d'asile. La quatrième session porte sur la thématique de l'enfance et de la migration, avec d'abord des apports sociologiques sur les trajectoires des mineurs migrants et notamment des mineurs non accompagnés. On parlera de la spécificité du suivi socio-éducatif des MNA, des mineurs isolés, et puis plus largement de la situation des enfants migrants en situation de précarité. Ça permettra notamment de parler des enfants roms. On interrogera le rôle du défenseur des droits et notamment du rôle des défenseurs des enfants. Et puis, on partira à la rencontre d'acteurs associatifs également engagés, notamment sur l'insertion professionnelle des mineurs non accompagnés, et puis sur l'accompagnement juridique et socio-éducatif des mineurs. La cinquième session portera sur les différentes approches et interventions possibles face à une personne qui est en souffrance, qui est violentée, puisque quel que soit le contexte d'intervention, quel que soit le contexte d'intervention des participants du DU, la question de la souffrance et de la violence se pose à un moment donné. Et donc, cette session a pour objectif d'une part, de parler des enjeux de mortalité, des enjeux de traite des êtres humains, des enjeux de situation de violence et des problématiques de santé physique et mentale spécifiques aux situations d'exil, et puis d'apporter des éléments concernant les différents types d'accompagnement et d'intervention possibles dans ces situations. Et ce sera l'occasion de rencontrer différents acteurs médico-sociaux, je pense notamment au SAMU social. Et puis la dernière session qui aura lieu en décembre porte sur la thématique des migrations et du travail, avec pareil des apports solides en droit, notamment en droit du travail en situation de migration, également une approche économique des migrations internationales qui est essentielle pour appréhender la question de l'inclusion des personnes migrantes sur le marché de l'emploi. On abordera également la RSE, les politiques de RSE comme instrument d'inclusion, de diversification des entreprises. Et puis également, on parlera de l'enjeu de l'accompagnement à l'entrepreneuriat des personnes migrantes et notamment des personnes réfugiées. On abordera également les différents outils qui existent pour lutter contre les discriminations dans le monde du travail, avant d'évoquer également la gestion du fait religieux en entreprise. Voilà, c'est une session qui est notamment qui se développe notamment en partenariat avec Singa, avec l'association Singa. Voilà, pour information, la session 4 et la session 6, donc sur les thématiques enfance et migration et travail et migration, sont accessibles en bloc autonome, c'est-à-dire que vous pouvez suivre ces sessions indépendamment et ne venir que pour les 3 jours de ces deux sessions.
Les 6 sessions que je viens de présenter sont construites autour de 2 caractéristiques. La première caractéristique, c'est l'objectif de partir d'une exigence d'objectivité, de scientificité, pour déconstruire les idées préconçues. Parce que comme vous le savez, et je l'ai évoqué tout à l'heure, les discours sur l'immigration sont traversés par la méconnaissance, par les idées reçues, par les formules chocs, par des représentations qui polarisent. Et donc, il est essentiel j'allais dire, de démocratiser le savoir scientifique, les travaux des chercheurs sur le fait migratoire et de les faire glisser à l'extérieur du champ universitaire. Et du coup, on a là deux grands axes d'enseignement. D'une part, les enseignements fondamentaux dans une approche très pluridisciplinaire. Hein, donc, je l'ai évoqué, on a des cours de droit, de sociologie, d'histoire, de psychologie, de sciences politiques, de géographie, etc. Et puis, deuxième axe, ce sont les enseignements thématiques, c'est-à-dire des enseignements qui permettent d'ouvrir une réflexion sur des phénomènes précis et particulièrement actuels, voilà, emblématiques des situations actuelles. Par exemple, ce sera l'occasion de parler des migrations environnementales, des migrations féminines, des migrations juvéniles, des enfants roms, des demandeurs d'asile, etc. Voilà. Le deuxième objectif, la deuxième caractéristique de ces sessions, puisque en fait les apports de la recherche que je viens d'évoquer dans cette formation, dans ce DU, sont perçus comme étant entre guillemets au service des acteurs de terrain ou des futurs acteurs de terrain. Et donc, c'est dans cette optique qu'on accorde beaucoup d'importance à ce deuxième objectif, hein, que chacune puisse construire ou renforcer son parcours professionnel d'engagement, son propre projet d'engagement auprès des populations migrantes. Très concrètement, ça se traduit par différentes choses. D'abord, on demande aux participants du DU 3 mois minimum d'expérience de terrain. Alors, ça peut être un stage, ça peut être un bénévolat, ou bien ça peut être pour les professionnels qui sont déjà sur le terrain, tout simplement leur activité professionnelle. Hein, donc, on ne demande pas une expérience de terrain supplémentaire aux professionnels déjà sur le terrain, déjà en poste. D'autre part, tout au long de l'année, on a des temps d'échange. Je les ai évoqués avec des professionnels, avec des acteurs associatifs, des acteurs institutionnels, administratifs. Et ce sont des vrais temps de réflexion, de réflexivité, c'est-à-dire de retour sur sa propre pratique, sur sa propre posture, dans le cadre d'interventions classiques, entre guillemets, c'est-à-dire des professionnels qui interviennent à l'ICP dans le cadre de ce DU, mais aussi dans le cadre de visites hors les murs, c'est-à-dire qu'à chaque session, on part visiter une structure associative, administrative sur le terrain. On part à la rencontre des professionnels. Alors, par exemple, ça va être la Maison des réfugiés à Paris, ça va être le CASP, JRS, l'OFPRA, le GISTI, le SINGA, le SAMU social de Paris, la Maison des femmes de Saint-Denis, etc. Et c'est souvent des temps très très riches, notamment de rencontres, de réflexion, de réflexivité. Et puis aussi, c'est des temps qui permettent de réaliser la très très grande richesse, la très grande pluralité des manières de s'engager, en fait, des modalités d'engagement. Et la grande pluralité des postures aussi, hein, face à la question migratoire. Un autre point, c'est qu'il est possible pour, je pense notamment aux personnes qui sont en réorientation professionnelle, d'être accompagnées tout au long de l'année par un professionnel dans la construction, la reconstruction de son projet. Voilà. En parallèle de tout cela, on a un autre axe d'enseignement qui est tenu à chaque session, c'est les enseignements qui portent sur les procédures, et notamment les procédures d'accès aux droits des personnes migrantes, avec un accent mis sur le droit d'asile, mais aussi sur la protection de l'enfance, sur le droit au séjour principalement. Et là, ça permet d'une part de faire apparaître de nouvelles problématiques, comme par exemple celle de la traite,
celle de la dignité de l'accueil, celle du rôle de la société civile, le rôle des communes, etc. Et puis, ça permet aux participants du DU de repartir avec une connaissance solide des outils juridiques, administratifs que l'on peut mobiliser dans l'accompagnement d'une personne migrante et que du coup, on sait mobiliser de façon pertinente au regard de la situation migratoire de la personne que l'on accompagne. Voilà. Et puis, dernier point, les participants du DU sont accompagnés tout au long de l'année dans une rédaction progressive d'un écrit de recherche dont l'objectif, en fait, c'est de proposer une problématisation de son expérience de terrain, c'est-à-dire de proposer une réflexion qui s'inscrit, qui s'enracine dans l'expérience de terrain au fil de l'année. Voilà, cet écrit sera présenté à la fin de l'année lors d'une soutenance devant un jury qui est composé à la fois de chercheurs et de professionnels, et c'est ainsi que les participants du DU valident leur année. C'est par cette présentation de cet écrit. Voilà, donc en fait, en filigrane de cette présentation, vous voyez bien un désir qui est, je crois, structurel dans ce DU, c'est un désir de mise en dialogue, de mise en coopération, j'allais dire, entre les études migratoires, et donc avec la présence d'universitaires de différentes affiliations. Hein. J'ai mis quelques exemples de laboratoires dont sont issus les intervenants universitaires, mais aussi en dialogue avec, avec les secteurs qui sont concernés par l'accueil des populations migrantes. Et donc, on a au même titre et dans un dialogue qu'on essaye constant, un dialogue donc avec les praticiens, avec les professionnels. Donc par exemple avec des éducateurs qui sont maintenant formateurs, par exemple du collectif Babel ou de l'association Don Bosco ou d'Auteuil, mais aussi avec des ONG, des associations. Je pense à l'Invita par exemple qui travaille beaucoup sur le rôle des communes face à la question de l'accueil des populations migrantes. On a aussi des intervenants qui viennent d'organisations internationales comme l'OIM, le HCR, ou encore d'administration publique, hein, l'OFPRA, la CNDA, le Défenseur des droits, etc. Voilà, j'ajouterai également que on essaye dans ce DU de laisser la place, de laisser la parole aux personnes les plus directement concernées par le sujet qui nous rassemble, à savoir les personnes migrantes en situation de migration. Et donc voilà, les sessions sont tissées de témoignages de personnes migrantes sur les sujets, sur les thématiques de chaque session. Voilà, pour présenter dans les grandes lignes cette formation, quelques aspects pratiques, mais sur lesquels on pourra bien entendu revenir lors de notre conversation. Donc, je le disais, cette formation s'organise sur une année civile, donc entre janvier et décembre. Elle est donc répartie en 6 sessions de 3 jours. Donc, en gros, on a une session tous les 2 mois. Vous aviez les dates lors d'une précédente slide, je pourrais les remettre si besoin, pour un volume horaire de 138 heures au total. On demande une expérience de terrain, je l'ai évoqué. J'ai également indiqué les frais d'inscription, sachant qu'il est tout à fait possible d'évoquer les différentes possibilités d'aide financière à l'inscription de cette formation. Voilà, je ne souhaite pas être plus longue dans la présentation formelle de cette formation. Je souhaitais surtout prendre le temps de pouvoir répondre aux questions que vous pourriez avoir. Donc, j'arrête mon partage d'écran. Et donc voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main si vous préférez plutôt écrire dans la colonne de chat, c'est aussi possible. Nous sommes à votre écoute. Oui, Katia. Oui. Moi, j'ai donc une petite problématique, c'est par rapport au stage. Donc, actuellement, je suis en emploi dans un office, au sein d'un office HLM, et je ne suis pas directement confrontée au public, c'est-à-dire que je suis dans l'impayé de loyer.
Je pense qu'il y a une possibilité peut-être de détecter les personnes sortant de résidence de CADA, par exemple, pour peut-être les accompagner dans les différentes tâches administratives, dans l'insertion au logement, voilà. Je ne sais pas comment, donc moi je dois voir mon employeur demain et je voudrais donc proposer cette formation. Donc est-ce que si en plus de mon emploi, en fait, je pouvais avoir un suivi de quelques personnes identifiées, donc issues de l'immigration, est-ce que ça suffit à valider finalement ces 3 mois de stage? Et comment ces 3 mois de stage sont un peu évalués? Est-ce que c'est est-ce que c'est quelques heures? Vous voyez ce que je... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, dans votre cas, effectivement, si vous estimez qu'il est possible de, disons, de cibler un peu dans votre activité, effectivement, et je pense, enfin, je m'inscris tout à fait dans ce que vous venez de dire, je pense que c'est tout à fait possible, hein, vu votre poste, de cibler peut-être un accompagnement plus spécifique auprès de populations qui sont en situation de migration. Donc, on est sur une acceptation très large, en fait, hein, c'est pas nécessairement des primo-arrivants, vous voyez. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, oui, tout à fait, votre expérience professionnelle rentre absolument dans le cadre de l'expérience de terrain qu'on demande. Pour préciser, j'ai évoqué les 3 mois, mais ça, c'est une précision qui, du coup, dépasse votre situation à vous personnellement. Ça peut être 3 mois à temps complet, ça peut être aussi 3 mois, disons, à temps partiel, diffusés tout au long de l'année. Je vous donne un exemple, hein, une participante là cette année avait une activité professionnelle qui n'avait rien à voir avec la question d'immigration tout au long de son année d'UDU, mais elle a fait du bénévolat une fois par semaine pendant 1 an dans une association qui faisait de l'aide juridique. Et donc, parce qu'elle a passé 2-3 heures par semaine avec cette association, on a validé l'expérience de terrain, vous voyez. Donc ça, vraiment, et puis voilà, c'est pour le coup, on est, comme je le disais tout à l'heure, les profils des participants sont extrêmement variés et par conséquent, on s'adapte à la situation de chacun et de chacune pour voir quelle est la meilleure manière pour à la fois avoir une expérience de terrain qui soit pertinente pour vous et puis qui soit enrichissante pour vous au regard de la formation, quoi. Voilà. D'accord, merci. Nancy, vous vouliez prendre la parole? Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. J'ai 2 petites questions. La première, c'est est-ce que c'est possible de faire ce DU en 2 ans? C'est-à-dire une année, par exemple, l'apport, enfin la formation théorique et la 2e année plutôt axée sur le stage. Et ma 2e question, c'est sur vous avez parlé des temps de rencontre avec les acteurs de terrain, ce que je trouve super intéressant. Et ça, c'est en dehors des 6 sessions de 3 jours. Et comment s'organisent ces temps de rencontre? Voilà, c'est 2 questions un peu différentes. Mais... Merci. Je réponds tout de suite sur les visites hors les murs. Elles sont inscrites dans le programme de la formation. Donc, c'est pendant les 3 jours de la formation que moi, en général, j'accompagne le groupe. Hein, on se rend sur le terrain ensemble. Alors, c'est souvent soit la dernière journée, soit le jeudi. Alors, les 3 jours, c'est mercredi, jeudi, vendredi à chaque fois. Donc, on fait les visites en général soit le jeudi après-midi, soit le vendredi après-midi. Voilà. Sur la question de l'inscription en 2 ans, Aurélie, tu veux réagir? Oui, je réagis tout de suite. C'est vrai que ça nous arrivait de le faire, mais c'est plutôt après un rendez-vous, au cas par cas, selon réellement votre profil, parce que malgré tout, au niveau de la gestion enfin, c'est assez compliqué, étant donné que ce DU se fait sur une année civile, de le programmer sur 2 ans. Donc ça, je pense qu'il vaudra mieux peut-être en reparler en rendez-vous, selon vraiment votre situation, pour voir ce qui est possible de faire. Je pense que c'est plus simple que parce que sur 2 ans, une fois que le DU est clôturé et que vous avez que les étudiants sont diplômés, c'est très compliqué de réouvrir un dossier ou de le laisser ouvert. Enfin, pour plein de raisons, c'est un peu délicat. Voilà.
Merci. Donc, il y a une petite complexité administrative qui fait qu'on le fait de façon très exceptionnelle. Voilà. Et du coup, moi, ce que je vous propose, Nancy, c'est que si c'est effectivement, voilà, si vous vous posez cette question, qu'on puisse en discuter toutes les deux plus spécifiquement, quoi. Merci. Merci à vous. Étienne, vous vouliez prendre la parole. Merci, bonsoir à tous et à toutes. En fait, moi, j'avais une ou deux questions. La première, c'est de savoir si l'ICP accompagne les étudiants en rapport avec le stage ou la recherche de stage. Et, et puis, j'aimerais savoir maintenant quelles sont les prochaines étapes après cette réunion d'information. Et si possible, et si, bon, comme j'ai vu les présentations, est-ce que ça sera possible de nous partager cette présentation ou bien merci beaucoup. Merci à vous. Donc, effectivement, la présentation là ce soir est enregistrée. Elle sera accessible en replay. Donc ça, je pense que Aurélie, tu pourras nous l'envoyer par mail. Donc, vous y aurez accès sans problème. Ça permettra de reprendre les points effectivement que j'ai présentés dans un premier temps. Concernant votre question sur les stages, sur les stages, alors oui, absolument, vous êtes accompagné. Hein. D'ailleurs, moi, je travaille en binôme avec une collègue qui s'appelle Lucie Feutrier-Cook, qui est juge assesseur à la CNDA, à la Cour nationale du droit d'asile, et qui travaille depuis 20 ans sur les questions migratoires. Elle a travaillé à l'OIM, elle a travaillé dans différentes associations comme le CASP. Et donc, j'ai demandé à Lucie d'accompagner les participants du DU dans leur recherche de stage. Donc là, et puis on a la chance d'avoir des petites promotions, ce qui fait que le suivi individuel on en prend soin, voilà, à la fois sur la recherche de stage et aussi sur l'accompagnement de l'écrit de recherche. Donc oui, pour répondre à votre question, absolument, on laissera pas un participant sans rien, quoi. On vous accompagne dans la recherche. Et puis sur la suite de la procédure, Aurélie, est-ce que tu veux dire un mot sur la procédure d'inscription ? Oui. Alors, la procédure d'inscription, donc, une fois que vous avez candidaté, le dossier est étudié. Ensuite, le dossier de candidature lorsqu'il est accepté, vous permet de candidater. La candidature se fait exactement de la même manière, enfin, l'inscription se fait exactement de la même manière que la candidature. C'est-à-dire, c'est uniquement en ligne. Vous avez possibilité de choisir des échéances et de fractionner les paiements de la formation. On ne vous demande pas de la payer en une seule fois au tout début. Vous pouvez échelonner sur plusieurs mois. Et ça, c'est en négociation avec le secrétariat universitaire quand vous faites cette partie de l'inscription. Voilà, je ne sais pas s'il y avait une question plus précise sur la partie de l'inscription. Voilà, donc en fait, oui, Étienne, ça va? Oui, j'ai bien compris. En fait, c'était justement ce que Valérie a répondu. C'était à propos de l'inscription et puis de confirmation de l'inscription. C'est ça. Donc en fait, tout se fait en ligne. Hein. Vous déposez un dossier en ligne sur le site de l'ICP que nous ensuite on étudie. Et puis vous avez un retour assez rapide hein, sur la décision de l'admission. Voilà. Nerina Julay, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai 3 petites questions par rapport à la formation. C'est de 1, il était écrit que c'était aussi accessible en formation initiale et je voudrais savoir par rapport à cela, genre comment ça se déroule? Est-ce que ça se déroule de la même façon que quand c'est en formation continue longue? Ou c'est comment le déroulement des modules, comment? Oui, c'est ça. Et de 2, c'est le condition des 3 mois d'expérience professionnelle requis. Est-ce que c'est un prérequis pour être admis dans la formation ou est-ce qu'on peut le remplir au cours de la formation elle-même? Et la dernière question, c'est quand est-ce qu'on pourrait effectivement espérer un retour par rapport à une demande? Parce que
j'ai pu constater que la formation devrait commencer en fin de janvier et c'est aussi en janvier que se termine la fin des inscriptions pour postuler au diplôme universitaire. Et du coup, est-ce que c'est seulement en janvier qu'on peut espérer un retour si on était admis ou pas, vu que postérieurement, je dois faire une demande de visa et ça prend du temps aussi. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Alors, Aurélie? Non, tu voulais que je réponde sur les dossiers. Je peux peut-être répondre sur les dossiers de candidature et la première question. À partir du moment où vous faites votre dossier de candidature, nous, on voit qu'il est étudié. Alors, ça peut prendre quelques jours, mais en général, vous avez la réponse assez rapidement. C'est-à-dire qu'on n'attend pas début janvier ou le début de la formation pour vous donner la réponse. Pour ceux qui ont déjà rempli un dossier de candidature et qui ont été acceptés, par exemple, vous avez certainement déjà pu entamer votre inscription. Voilà. Et puis pour revenir sur la première question entre formation initiale et formation continue, c'est exactement la même chose. La formation ne change pas. Simplement, voilà, si vous êtes étudiant ou si vous reprenez une formation, en dehors d'une prise en charge professionnelle, vous êtes considéré comme étant en formation initiale. Et derrière, par exemple, si vous êtes pris en charge professionnellement, là, vous êtes considéré comme étant en formation continue, mais ça ne change pas du tout l'issue de la formation. Ouais, merci Aurélie. C'est juste une question de statut en fait, hein. La formation initiale, c'est pour les étudiants, formation continue, c'est pour les pros. Mais ça ne change rien dans les faits, en réalité. Oui, effectivement, s'il y a un enjeu de visa, ça veut dire qu'il faut qu'on aille vite sur votre dossier. Plus vous déposez rapidement votre candidature, plus on va l'étudier rapidement. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire un petit mail pour me signaler, voilà, je viens de déposer le dossier, comme ça je l'étudie très rapidement et puis on peut avancer vite. Sur la question des 3 mois de terrain, alors non, c'est en fait, pour certains, ça a déjà été trouvé parce que c'est leur poste actuel, voyez. Donc la question ne se pose pas. Par contre, pour celles et ceux qui n'ont pas, au moment du début de la formation, une activité de terrain, on les accompagne à partir de ce moment-là pour en trouver une au cours de l'année, quoi. Donc là, vraiment, là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Ce n'est pas une condition en amont de l'inscription dans le DU. C'est quelque chose avec lequel on accompagne les participants du DU. Voilà. D'accord, merci. Mais j'ai déjà fait ma demande il y a à peu près un mois, je pense. Et je n'ai pas encore de retour. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Ça marche. Eh ben, c'est noté, on revient rapidement vers vous. D'accord, merci beaucoup. Jean-Claude, vous aviez une question? Oui. Alors, ma question était, vous aviez parlé lors de la présentation de la 5e et 6e session qui pouvait se faire en externe. Je n'ai pas très bien compris, si vous pouvez juste expliquer ce que vous vouliez dire. Et puis, une autre question qui, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour en parler, concernant le travail en mémoire. Est-ce qu'on pourrait avoir juste quelques détails sur l'orientation qui est attendue par rapport à ce travail? C'est vraiment toute une recherche ou une réflexion, ou voilà, je sais avoir quelques indications. Et puis aussi concernant l'inscription, donc c'est toujours, si je vise une formation en cours d'emploi, c'est conditionné à l'acceptation de l'employeur. Donc, ça veut dire qu'il y a les 2 démarches qui se font en parallèle. Et puis, voilà, c'est vrai, c'est aussi la question toujours des délais qui vient d'être aussi posée comme question par ma collègue. Oui. Très bien. Merci. Alors, je reviens sur effectivement c'est la 4e et la 6e session. Donc, la session sur la thématique enfance et migration et la session sur la thématique travail et migration. Donc, c'est celle de juin et celle de décembre. Ces 2 sessions, il est possible de s'y inscrire en autonomie. C'est-à-dire que, en fait, une personne, un individu peut s'inscrire soit pour le DU dans son ensemble avec les 6 sessions, mais il est aussi possible de s'inscrire uniquement, par exemple, pour la session 4 ou uniquement pour la session 6.
ou pour la session 4 et la session 6. Pourquoi on a... Alors ça, c'est une nouveauté hein, qu'on lance à partir de janvier, là, parce que on développe des partenariats sur les 2 secteurs, notamment le secteur éducatif, donc des enseignants, des éducateurs, et qui sont intéressés par une formation courte sur les enjeux de l'enfance en situation de migration. Et puis, on développe aussi des partenariats sur les questions de migration dans le monde du travail, avec l'accès au monde de l'entreprise, les enjeux de discrimination à l'accès au travail, etc. Et donc là, par exemple, ça va être des profils de personnes qui travaillent dans les ressources humaines, qui travaillent comme responsables diversité dans le milieu de l'entreprise, qui travaillent comme responsables RSE, par exemple, dans l'entreprise, et qui souhaitent se former, pareil, sur un temps court, à ces enjeux-là. Donc, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que je suis allée très vite, c'est que la 4e session, celle de juin, et la 6e session, celle de décembre, peuvent être suivies en autonomie par rapport au reste de la formation. Voilà. Mais si vous vous inscrivez dans le DU, vous aurez les 6 sessions complètes. Voilà. Ça va, c'est plus clair, super. Concernant l'écrit de recherche, alors, on ne vous demande pas un mémoire de recherche. Il ne s'agit pas d'un mémoire de master tel qu'on le demande aux étudiants. C'est un écrit de recherche, c'est-à-dire le plus important dans ce travail, c'est d'arriver à revenir sur son expérience de terrain et à en tirer quelques enjeux. À en tirer quelques axes de réflexion. Et à partir de là, en fait, c'est une première expérience de la recherche. C'est-à-dire qu'on va demander aux participants du DU, par exemple, d'aller faire 1, 2, 3 entretiens pour venir étoffer un peu leur réflexion autour de ces quelques axes de réflexion qu'ils auront repérés. Pour vous dire concrètement, cet écrit de recherche, on demande 25 pages minimum. À partir de 25 pages, l'écrit est considéré comme suffisant pour valider l'année. Donc après, en fonction des possibilités, certains demandent à faire un travail plus conséquent et donc bien sûr, on les accompagne dans ce travail-là. Il y a des écrits là, de 50 pages qui sont en train d'être rendus, mais la demande de base, c'est 25 pages. Un retour un peu réflexif sur son expérience de terrain pour en tirer quelques enjeux d'analyse. Voilà. Sachant que ce travail, il est vraiment accompagné, c'est-à-dire que d'une part, vous aurez, moi, ça c'est moi qui m'occupe plutôt de l'accompagnement de ce travail. Il y a des points méthodologiques régulièrement, soit pendant les sessions, soit en ligne, pour venir un peu soutenir la démarche de la rédaction. Et puis, chaque participant a un tuteur. Un enseignant qui va les accompagner individuellement tout au long de l'année dans la réalisation de ce travail. Voilà. Est-ce que ça vous éclaire un peu plus? Ça va? Et puis, pardon, la dernière question, c'était... La dernière question, c'était plus organisationnel ou administratif par rapport au fait que l'employeur, même si on était admis en fait dans le programme, ben, l'employeur avait toujours le dernier mot et puis voilà que ça laisse toujours un peu le doute sur une possibilité de suivre la formation ou pas. Effectivement, là aussi, n'hésitez pas à m'écrire un mail pour me signaler le moment où vous déposez votre candidature pour qu'on puisse au maximum accélérer la procédure d'inscription pour que vous puissiez avoir la confirmation. Et puis, effectivement, ça dépend, hein, c'est la condition de l'accord de l'employeur sur laquelle moi, je ne peux pas me positionner. Ce que je constate, c'est que là, on a eu plusieurs cas d'inscription de personnes avec un accord de l'employeur, c'est-à-dire que le DU commence à être reconnu dans le secteur en tout cas. Je ne sais pas quelle est votre activité professionnelle, mais le DU commence à être reconnu. Donc ça peut faciliter l'accord de l'employeur. Mais voilà, ce n'était pas vraiment une question. Et là-dessus, effectivement, je suis d'accord avec vous. Ça conditionne l'accès à la formation. Alors, il y avait une autre question, il me semble, mais je ne vois pas. Oui, c'est, alors, pardon pour la prononciation du nom, Rofi. Si vous souhaitez prendre la parole.
Oui, bonsoir, excusez-moi, c'est Olivier. Alors moi, j'ai une question, j'étais pas là aux 5 premières minutes de la formation, donc du coup, j'ai manqué la présentation sur les tarifs et autres et les conditions d'accès. Je sais qu'il y a les 3 mois d'expérience qui sont exigés. Alors moi, mon cas est un peu délicat parce que je suis encore apprentie au CCAS de ma commune. Et l'année prochaine, je dois faire un diplôme d'assistant social. Moi, la question que je me pose, parce que c'est est-ce que ça serait compatible, vous pensez quand même, parce que normalement la durée est assez courte, je pense pouvoir poser les jours de congé pour y participer, mais est-ce que ça peut être complémentaire si le reste soit vous deux, je ne sais pas si ça pose problème ou s'il y a des limites d'accès. C'est la question que je me posais. Excusez-moi, j'entends pas, je ne sais pas si c'est un... Bon, j'étais sur muette, ça y est. Oui, merci pour votre question. Alors, c'est tout à fait compatible avec une activité professionnelle et donc aussi, c'est compatible avec une autre formation, avec d'autres études. La seule question, c'est est-ce que vous pouvez vous libérer sur les 3 jours de chaque session? Et là, on a déjà les dates, hein, on peut vous envoyer le calendrier pour que vous puissiez anticiper votre programme. Mais en soi, c'est tout à fait compatible et c'est même, je crois, très intéressant pour vous de combiner une formation travail social avec ce DU, hein, il me semble. D'accord, merci beaucoup. Et pour l'inscription, du coup, il y avait quelqu'un qui a déjà posé la question, mais moi, je n'ai pas compris pour les tarifs et les conditions d'accès. C'est juste, si je pourrais juste avoir plus d'informations à propos de ça. Oui, tout à fait. Et en fait, donc, vous avez parlé de financement à un moment donné. Ouais. Amélie, Oui. Alors, la formation peut être prise en charge sous certaines conditions par l'employeur ou pour les demandeurs d'emploi par Pôle emploi directement, s'inscrivant en formation auprès de votre conseiller. Voilà. Est-ce que vous aviez besoin de plus d'informations éventuellement? Elle a quitté la réunion, donc elle est en train Oui, de... c'est ce que... Oui, excusez-moi, j'avais un problème de réseau, donc j'ai dû quitter. Je viens juste d'arriver, merci. Et ça va, est-ce que vous avez pu entendre la réponse? Alors, pas du tout, je viens tout juste de me reconnecter. Désolée. Alors, pour la prise en charge de la formation, il y a 2 solutions principales. C'est la première, de voir éventuellement avec l'employeur s'il peut prendre en charge la formation sous certaines conditions et parfois ils travaillent avec des organismes de financement qui peuvent prendre en charge la formation. Et sinon, pour par exemple les demandeurs d'emploi, vous pouvez voir avec votre conseiller pour qu'il puisse vous inscrire en formation et dans ce cas-là, prendre en charge une partie du financement du coût de la formation. D'accord, ok. Et pour le reste du détail, ça sera par mail peut-être? Comment? Le reste pour le tarif, ça serait par mail peut-être? Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Katia, vous vouliez poser une autre question? Oui, j'ai une autre question. En fait, comme je vous avais écrit, en fait, l'idée, je voudrais devenir conseillère en économie sociale et familiale. Et je voulais savoir si ce DU permettait, s'il y avait une équivalence ou si ça permettait en tout cas de valider certains volumes, certains modules de ce diplôme, par exemple. C'est-à-dire que vous voulez faire la formation... Voilà, conseillère par le biais d'une VAE. Et est-ce que du coup, ce DU permettrait de valider certaines matières, certains modules de ce diplôme? Vous parlez de quel diplôme? Vous parlez d'un diplôme... Conseillère en économie sociale et familiale, oui. À l'ICP. Comment? À l'ICP? Non. Non, je suis sur Dijon, en fait. Non. Alors, moi, comme ça... Aurélie? Oui, vas-y, si tu veux répondre. Bah, je compléterai si tu veux. Dire que comme ça, spontanément, je ne pense pas. Mais peut-être tu as un élément de réponse autre.
Non, j'avais juste une question. C'est dans le cadre de la rédaction d'une VAE, c'est ça? Oui, en fait, j'aimerais, donc, je vise ce diplôme de conseillère en économie sociale et familiale et je voudrais voilà, l'obtenir par le biais d'une VAE et je pensais que je trouve que ce DU viendrait compléter en fait mon expérience professionnelle. Et donc, je me demandais si, dans quelle mesure ce DU pouvait venir peut-être compléter et faire valider. Voilà. Alors, il ne fera pas valider votre VAE. En revanche, il va pouvoir vous servir pour la rédaction et puis même pour la constitution de votre dossier pour justement appuyer vos connaissances dans le domaine. Mais il ne validera pas de bloc en termes universitaires. Ok. Merci. Ouais, les DU, c'est des diplômes propres aux universités. Ouais. Et donc, du coup, ça ne s'inscrit pas dans une logique de passerelle, vous voyez, où on peut valider des modules comme ça. Par contre, peut-être contacter l'administration de votre formation à Dijon pour vérifier avec eux. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que vous pouvez poser la question. Avec l'IRTES, par exemple, c'est ça? Par exemple, ouais. Ouais, d'accord. Merci. Alors, il y avait une autre question. Je cherche le nom de la personne. Oui, moi, j'avais levé la main. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'avais deux questions. La première concernait le délai de l'inscription. Donc, jusque quand, en fait, on a la chance pour s'inscrire au DU. Je dis, en fait, après l'admission. Voilà, une fois admis pour le DU, jusque quand on a le délai pour s'inscrire. Donc, ça, c'est ma première question. Et la seconde question, ça concerne le stage. Donc, j'ai bien compris que le stage, donc, ça fait partie de la validation du diplôme. J'ai bien compris ça. Donc, c'est un stage d'au moins 3 mois. Et voilà, donc c'est obligatoire pour la validation. Donc, je voudrais juste confirmer ce point-là, s'il vous plaît. Alors, je vais répondre à la première question sur l'inscription. Normalement, on vous demande de répondre dans un délai de 10 jours. Alors, la procédure d'inscription est assez rapide à faire. On laisse à peu près, normalement, entre 10 jours et 1 mois. Après, pour des cas exceptionnels, ça peut prendre plus de temps, mais on va vous demander réellement de faire votre inscription le plus rapidement possible, notamment parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une carte étudiante et c'est ce qui vous permettra de rentrer sur le campus. Sinon, c'est assez difficile de rentrer sur le campus, ça peut être compliqué. Donc voilà, on vous demande de faire l'inscription assez rapidement. Bien sûr, après, en termes de paiement, ça peut être échelonné sur l'année. Donc, on ne vous demande pas de régler à la fin de l'inscription. Voilà. Et sur la question du stage, oui, en fait, pour valider l'année, on demande une expérience de terrain. Comme je le disais tout à l'heure, on s'adapte véritablement à la réalité de chacun des participants, de chacune des participantes. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui a déjà une activité professionnelle très intense dans un autre secteur qui n'a rien à voir avec l'immigration, eh bien, on voit au cas par cas ce qu'il est possible de mettre en place pour que vous ayez à la fois une expérience de terrain, mais que ça reste réaliste au regard de votre réalité, en fait. Mais oui, sur le principe, sur le papier, on demande une expérience de terrain, alors de 3 mois ou équivalent 3 mois, hein, comme je le disais, ça peut être 3 mois d'affilée, ça peut être un bénévolat réparti tout au long de l'année, voilà. Je ne sais pas si ça répond davantage à votre question. Oui, sûrement. Et en fait, juste parce que je pense, moi j'avais déjà, je vous ai déjà contacté, donc voilà, au sujet un peu de mon dossier. En fait, juste que je pensais, parce qu'au cas où je me lance dans un autre domaine, c'est-à-dire au cas où je me lance dans la communication, et en fait, si je veux faire en fait le DU en parallèle, en fait, c'est là en fait où je pensais, c'est pour cela que j'avais posé les deux questions, parce qu'au cas où, par exemple, j'ai un peu besoin de temps pour vraiment, parce que je ne veux pas m'inscrire et puis en fait résigner, donc je pensais juste
voilà, donc est-ce que d'ici, par exemple, au plus loin, fin décembre, est-ce que je peux, ou bien non, avant 20 décembre, par exemple, donner ma réponse définitive pour voilà, si oui, d'accord, je m'inscris. Donc ça, c'était un. Et au cas où je me lance dans la communication et que je veux faire le DU en parallèle, est-ce qu'on peut, parce que j'ai aussi 1 an de communication en parallèle, donc peut-être que ça serait difficile pour moi de faire 3 mois de stage, voilà. Mais moi, j'ai déjà une expérience, voilà, au passé avec les migrations. Donc, est-ce que ça pourrait être considéré comme un stage ou non, vraiment, il faut le faire. Donc, dans ce cas-là, il faut que je trouve un temps maintenant dans les week-ends, peut-être, pour faire cette action-là. Alors, c'est Joya, c'est ça qui parle? Oui, c'est moi. Ça, alors là, on est ensemble et en même temps, je suis connectée sur mon téléphone. Voilà, c'est moi. Okay. Donc ça y est, je remets effectivement. Moi, ça c'est vraiment comment dire, une question dont on peut parler au cas par cas. Vous voyez, je connais bien votre situation. Vous pouvez tout à fait nous confirmer, d'ici le 20 décembre, si vous participez ou non à la formation. Ça, il n'y a pas de problème. Après, concernant votre expérience de terrain, en fonction de ce que vous faites effectivement l'année prochaine, on s'adaptera, d'accord? Mais c'est des détails qu'on pourra régler ensemble. D'accord, merci. Merci à vous. Merci bien. Alors, il y a une dernière question, il me semble, de monsieur ou madame Desmar. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, bonjour. Du coup, je suis travailleuse sociale dans une association et vous avez déjà répondu en partie du coup à mes questions qui sont sur l'aspect financier. Je pense pas du coup que mon employeur pourra financer le DU, donc je vais le financer par moi-même. Je voulais savoir si vous savez s'il y a des aides financières possibles par la région ou autre chose que je pourrais solliciter ou pas. Noémie, peut-être que tu sais, toi, si au niveau de la région, c'est possible ou pas. Il me semble pas, mais après, je vous invite à demander ce qui est possible de faire. Ok. Merci. Ouais, désolée, j'ai pas non plus plus d'informations sur le sujet. Nancy? Oui, pardon, juste une dernière question. Alors, je sais que je l'ai déjà posée à l'écrit, mais bon, c'est parce que c'est un peu compliqué, vous l'avez compris, pour moi, l'organisation. Mais si, dans un deuxième temps, vous organisez le DU avec une autre organisation à compter de septembre, au lieu de janvier, c'est ça? Un DU qui commencerait en septembre au lieu de commencer en janvier? Quand est-ce qu'on le saura? C'est juste pour moi, pour essayer de voir comment je m'organise en réalité. Ou est-ce que vous ne savez pas du tout encore ou est-ce que c'est abandonné comme idée? Non. En fait, on poursuivra pas. Effectivement, c'est avec vous qu'on l'avait évoqué il y a quelques mois, hein, cette possibilité-là. La décision a été prise de maintenir l'ouverture du DU en janvier. Donc ouais, non, ça, il n'y aura pas de. Ce qui veut dire que là, on ouvre en janvier 2024, la prochaine édition ouvrira en janvier 2025. Ouais. Okay, voilà. Merci. Merci à vous. Alors, je crois qu'il n'y a plus de main levée. Est-ce que il y aurait une dernière question? J'ai l'impression que c'est bon. N'hésitez pas à nous contacter, soit moi, soit Aurélie, par mail. Je peux prendre le temps de faire des entretiens individuels s'il y a des questions que vous souhaitez me poser. Et sinon, non, Aurélie, tu voulais, non. Et sinon, voilà, un grand merci pour les échanges de ce soir. Ravi d'avoir fait votre connaissance et puis on reste disponible pour la moindre question dans les temps qui viennent. Voilà. Merci. Très bonne soirée à chacun, à chacune. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt, au revoir.